Bonjour à toutes et à tous, étudiants, enseignants, Madame Arens, membres de la Cour, du tribunal. C'est assez impressionnant, je trouve, de débuter cette année par cette journée qui est la rentrée solennelle des étudiants de droit, du département droit, économie, gestion. Et je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cet amphithéâtre. Vous l'avez, s'il y a des redoublants dans la salle, vous l'avez vu, qui a été légèrement rénové. Je m'adresserai dans mon élocution essentiellement aux étudiants et je laisserai ensuite Vanessa et ensuite Madame Arens vous parler de questions plus juridiques, car vous le savez, ou si vous ne le savez pas, pour les premières années, je suis le président de l'université et j'ai plutôt une formation biologie et chimie. Donc vous comprendrez que j'essaierai de ne pas trop m'aventurer sur les disciplines du droit, de l'économie ou de la gestion. Mais je voudrais quand même vous parler à vous étudiants, puisque vous avez donc choisi de suivre des études de droit ou d'AES à l'université de Nîmes. Alors d'une part, je souhaite vous remercier d'avoir choisi notre université et vous dire aussi que si certains d'entre vous se posent encore la question, n'en doutez pas, sachez que vous avez fait le bon choix et que vous avez eu extrêmement raison et vous allez le voir au cours de votre scolarité ici. D'une part, vous le verrez aussi, l'université de Nîmes est une université atypique. En tout cas, vous le verrez au fur et à mesure et j'espère que votre séjour chez nous sera le plus long possible, bien évidemment en évitant de redoubler. Mais vous avez la possibilité d'aller jusqu'au Bac+5 dans ce département. Elle est atypique par son fonctionnement. Je rappelle que c'est la seule université en France qui a le statut d'université professionnalisante. Donc on vous forme à des métiers. Elle est atypique par sa taille. Un peu moins de 6 000 étudiants, entre 300 et 350 personnels. Cette taille nous rend très réactifs et surtout en capacité de nous adapter assez rapidement à un mode en perpétuel mouvement. Elle est atypique car bien intégrée dans son territoire. Alors non pas uniquement par sa localisation qui est en centre-ville, mais de par les interactions qu'elle noue avec les acteurs de son territoire. Et nous en avons l'illustration aujourd'hui avec l'ensemble des personnalités du palais qui sont aujourd'hui ici et que vous pourrez voir au cours de votre séjour universitaire chez nous de manière assez régulière. Et elle est atypique aussi peut-être parce que, plus qu'ailleurs, l'université porte une attention particulière à la réussite et au bien-être de ses étudiants. Nous essayons, à notre niveau, chacun à notre niveau, de mettre les étudiants, de vous mettre dans les meilleures conditions pour que vous puissiez réussir. Et cette particularité, c'est un fort marqueur de notre université. Alors, au cours de vos études de droit et d'AES, vous allez pouvoir écouter, côtoyer des personnalités importantes des mondes juridiques, administratifs et économiques, avec des parcours exceptionnels qui viendront vous témoigner de leur expérience, de leur métier, de leur fonction. Nous avons la chance et le privilège aujourd'hui de recevoir l'une d'entre elles, Madame Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation. C'est un grand privilège, Madame, de vous avoir à l'université aujourd'hui. Et permettez-moi de vous adresser au nom de l'université nos plus vifs et chaleureux remerciements pour votre présence et surtout pour le temps que vous consacrez à nos étudiants. Chers étudiants et chères étudiantes, vous aurez également la chance de pouvoir discuter, échanger, débattre régulièrement avec les plus hautes personnalités des juridictions de notre territoire, du tribunal judiciaire, de la cour d'appel, du tribunal administratif, etc. Tous représentés ici. Vous aussi, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous adresser tous mes remerciements pour l'attention que vous portez depuis de nombreuses années à l'université de Nîmes et à ses étudiants. Enfin, chers étudiants, chères étudiantes, vous allez aussi bénéficier d'un enseignement de grande qualité, voire de très grande qualité, avec des enseignants et enseignants-chercheurs extrêmement compétents, pédagogues et surtout, bien plus qu'ailleurs encore, à l'écoute et bienveillants. Je profite, vous pouvez les reconnaître, ils sont assez facilement reconnaissables aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour les remercier. Chers et chers collègues, merci beaucoup pour votre engagement pour notre université. Je sais dans quelles conditions nous travaillons, mais vous êtes toujours exemplaires et vraiment merci surtout pour tout ce que vous faites pour nos étudiants.
Mais que l'on soit bien clair, chers étudiants, chères étudiantes, la bienveillance que vos enseignants, que l'établissement peut porter, ne doit pas éluder l'investissement que vous devez mettre dans vos études. Rien n'est acquis, rien ne vous sera donné, il va falloir le gagner. Soyez acteurs de votre formation, ne soyez surtout pas passifs, utilisez tout ce que l'université peut vous proposer. Exemple aujourd'hui avec les personnalités qui nous ont rejoints, et vous ferez la très belle carrière dans le domaine que vous souhaiterez, que je vous souhaite. Gardez en tête le slogan de l'université, investissez le présent, gagnez l'avenir. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et n'oubliez pas qu'à l'université, si vous l'avez choisi, c'est que vous avez fait le pari de l'excellence. Je vous souhaite une bonne rentrée et de bons débats s'il y en a. Merci, Monsieur le Président. Cher Benoît, Madame la Première Présidente, merci vivement d'avoir accepté notre invitation, de venir ainsi à la rencontre de nos étudiants et de nous offrir cette conférence inaugurale, ce moment d'introduction d'une nouvelle année universitaire de la plus belle des façons, je crois. Nous en sommes honorés, ravis, touchés même. Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nîmes, Mesdames, Messieurs les chefs de cour, Madame la Procureure de la République, Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités, chers partenaires, chers collègues, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'Université de Nîmes, bienvenue pour la rentrée solennelle du département droit, économie, gestion. Et j'en suis d'autant plus enthousiaste cette année que l'accueil puisse se faire dans ce bel amphithéâtre, le A5 pour les initiés, totalement rénové, ou presque, relooké en un auditorium de haute qualité technologique. Alors merci aux équipes, vous ne l'avez pas vu, merci aux équipes ayant travaillé à pied d'œuvre pour que nous puissions en profiter aujourd'hui pour cette rentrée solennelle. Tradition de l'instant, modernité du lieu, permettez-moi, s'il vous plaît, d'apprécier cette image ô combien représentative, à mon sens, de l'Université de Nîmes. Tradition et modernité sans rupture, puisqu'il ne s'agit jamais et aucunement de rompre avec le passé. Aucun clivage entre le passé et le présent, mais un subtil alliage entre ce qui a été et au présent ce qui est. Au fond, tradition et modernité, vous le verrez, chers étudiants, forgent aussi notre identité dans le département DEG, puisque c'est ainsi que l'on nous appelle à Nîmes. Mais cela ne saurait surprendre. Nous sommes à Nîmes, telles les arènes faisant face au musée de la Romanité, telle la maison carrée faisant face au carré d'art, attaché aux traditions et largement ouvert au mouvement de la société, porté par la richesse du passé de notre ville et de notre territoire, et en retour, soucieux de participer à son développement, à son rayonnement, à sa modernisation aussi. Alors si nous avons souhaité l'an passé renouer avec cette tradition des rentrées solennelles d'usage dans les facultés de droit, d'économie et de gestion, c'est notamment parce qu'une rentrée solennelle donne l'occasion d'une rencontre, donne l'occasion de retrouvailles et même de se réjouir des réussites de l'année universitaire passée et de se projeter vers celle qui débute. Et en qualité de directrice du département droit, économie, gestion, cela me donne la formidable opportunité, l'unique opportunité même durant une année, de faire les présentations, d'évoquer qui nous sommes et ce que nous faisons. Le département droit, économie, gestion, c'est une composante du Nîmes. À côté de 3 autres départements, le département sciences et arts, le département psychologie, lettres, langues et histoire et le département promotion des activités physiques, sportives et artistiques intégrant la filière STAPS. Alors, mais que l'on ne s'y trompe pas, cette pluralité, donc 4 départements, forme en réalité une unité au sein de l'université.
L'étymologie permet bien de repérer le mot université, dans ce mot université, le nombre 1, et de souligner que l'université est une, c'est-à-dire un ensemble formant un tout. Elle tire en effet son nom du latin universitas, dérivé direct de universus, signifiant tout entier, considéré dans son ensemble. Le département DEG, c'est donc une composante d'UNIM, un élément de ce tout. Et nous nous employons ainsi à décliner des activités, des domaines d'activités de recherche et de pédagogie en suivant les orientations, les objectifs fixés par l'université. Nous suivons en définitive le cap défini par l'équipe présidentielle. Qualité de l'enseignement, notre président l'a évoqué, et bien-être de la vie étudiante. Excellence scientifique, avec un défi désormais à relever, de valorisation de notre recherche, sans oublier l'ancrage territorial, et je le dis souvent en reprenant les mots de notre président, puisque l'ancrage territorial est son cheval de bataille, et on le comprend, puisque l'appui du territoire est nécessaire pour permettre à nos formations et à notre recherche de se déployer. L'Université de Nîmes a tant à offrir pour le développement de son territoire. Les synergies doivent sans cesse se renouveler pour perdurer, pour progresser. Chers partenaires, votre présence aujourd'hui témoigne de ces liens forts noués avec l'université. Votre présence est importante. Soyez-en très chaleureusement remerciés. Le département DEG, humainement parlant, c'est à l'heure actuelle 20 enseignants-chercheurs titulaires, 2 maîtres de conférences associés, 2 Prague, 2 enseignants contractuels, 1 ATER et 8 doctorants. Et je n'oublie pas comme soutien indéfectible de nos missions pédagogiques, les 3 gestionnaires de scolarité avec lesquels nous travaillons, et comme appui incontournable au quotidien, notre secrétaire de département. En balance, notre effectif global d'étudiants avoisine les 1500. Alors l'attrait pour l'AES et le droit ne se dément pas et nous pouvons véritablement nous en réjouir. Mais vous aurez aussi perçu, à travers ces quelques chiffres, que le taux d'encadrement est de fait relativement bas. En réalité, l'un des plus bas au niveau national. Nous avons nécessairement besoin de renforts. D'autant que depuis quelques années, nos réalisations en termes de création de formation, de développement de projets pédagogiques et de déploiement des activités de recherche au sein du département connaissent un réel dynamisme. Alors, nous savons faire bien, avec peu, mais nous ferions mieux, voire beaucoup mieux, avec un peu plus. Et j'en viens alors à ce que nous faisons au sein du département DEG. Quelles sont nos missions? Alors très classiquement, nous formons, mais nous réalisons aussi des recherches. Et chers étudiants, c'est la partie de notre métier que vous connaissez peut-être moins. Alors s'agissant de notre offre de formation, elle est à la fois classique et innovante. Une licence droit, une licence AES, et ces 2 formations entretiennent des liens inextricables avec la mutualisation de certains cours qui favorisent des passerelles entre les 2 diplômes, tout en assurant que nos étudiants maîtrisent des compétences transversales attendues sur le marché du travail. Nous proposons également 4 licences professionnelles. La licence professionnelle chargée de clientèle en assurance, qui est ouverte à l'apprentissage et qui assure pratiquement 100% de taux d'insertion professionnelle. Nous avons aussi une licence professionnelle qualité et responsabilité sociale, qui est également ouverte en alternance et qui répond à un besoin fort exprimé par notre territoire. Preuve en est que les entreprises proposent un certain nombre de contrats d'apprentissage qui permettent à nos étudiants, en définitive, de pouvoir mener cette formation de la sorte. Alors cette formation, elle mérite d'être soutenue. Elle mérite d'être davantage médiatisée pour attirer encore plus de candidats de qualité pour permettre en définitive de répondre de façon effective à ce besoin exprimé par nos entreprises. Nous avons aussi une licence professionnelle métier du notariat qui forme principalement des collaborateurs de notaires. Alors c'est dans notre offre de formation une valeur sûre, tellement les besoins des études notariales sont constants et conséquents. Cette convention repose d'ailleurs sur une convention de partenariat
noué de longue date avec le Conseil régional des notaires près la Cour d'appel de Nîmes, qui en assure une large partie du financement. Enfin, nous formons aussi des agents de recherche privés, c'est-à-dire des détectives privés. Seulement 2 formations universitaires qui attirent des candidats dans toute la France. 2 formations universitaires, l'une à Paris, l'autre à Nîmes. Alors le cœur de métier des ARP n'est plus, si tant est qu'il n'ait été un jour, la filature des infidélités. C'est l'idée que l'on pourrait s'en faire. Ce cœur de métier évolue et donc nécessairement l'équipe pédagogique doit repenser sa maquette, ce qui a été fait actuellement, enfin, en tout cas pour cette rentrée universitaire, en misant sur 2 secteurs novateurs, à la fois les banques et assurances, et qui permettra, je l'espère en tout cas, d'apporter des débouchés supplémentaires pour cette formation. Au niveau master, un master de droit public, un master de droit privé, et l'an passé, à la même place, je vous l'avais annoncé comme un projet dont je suis heureuse aujourd'hui de vous annoncer qu'il est réalisé. L'ouverture du master mention AES en management et prévention des risques. Alors quelques mots sur chacune de ces formations assez rapidement. Côté publiciste, nous avons un master droit public des affaires locales qui est ouvert depuis 1 an à l'apprentissage. Et cela a été d'emblée une réussite. Dès la première année, 17 contrats d'apprentissage conclus. Et cette année, nous allons sur 18 contrats au moins conclus. Les premiers retours d'expérience des étudiants, et j'en vois un certain nombre dans la salle et ils attendent incessamment sous peu leurs résultats d'obtention du master, les premiers retours d'étudiants sont excellents. Et le taux d'insertion professionnelle, à n'en pas douter, devrait aussi confirmer tout l'intérêt qu'il y a à développer l'alternance. L'apprentissage présente aussi un intérêt financier indéniable pour l'établissement et la formation, puisque les sommes récoltées peuvent être réexploitées aussi dans des projets pédagogiques d'envergure au bénéfice de nos étudiants. Et ça a été le cas l'année dernière pour les 2 promotions du master droit public, puisque les 2 promotions ont pu réaliser un séjour pédagogique de 3 jours financé par l'université, avec au programme la visite du Sénat, du Conseil d'État ou encore de la Cour des comptes, et j'en passe. Donc c'était une chance importante, soutenue donc par l'Université de Nîmes. Toutes ces initiatives elles renforcent l'attractivité et la qualité de la formation. Et en la matière, les privatistes, je vous rassure, ne sont pas en reste. Le master enseignement clinique du droit des affaires propose une acquisition des connaissances par la pratique, notamment grâce à l'intervention d'un certain nombre de professionnels permettant l'apport de connaissances sur pièce, puisque les étudiants sont amenés à dépouiller de vrais dossiers anonymisés, de quoi s'essayer à la rédaction de conclusions, à la plaidoirie, maîtriser les rouages de la procédure, un élément qui fait malheureusement souvent défaut au sein des formations universitaires. Alors l'empreinte clinique de la formation se développe avec la conclusion l'année dernière d'une convention de partenariat avec la clinique juridique de la faculté de droit de Montpellier, permettant à nos étudiants de s'y impliquer, de s'y investir. Et l'année passée également, nous avons conclu une convention avec l'Association française des juristes d'entreprise, permettant de nouer un lien direct entre les entreprises qui adhèrent à la FJE et nos étudiants. Enfin, un projet de partenariat est en cours avec l'Institut nîmois des avocats conseils du barreau de Nîmes, qui devrait permettre d'accentuer un peu plus encore la dimension pratique de la formation. Parmi notre offre de formation, donc le petit nouveau, je vous le disais, c'est le master MPR, Management et Prévention des risques, qui vise à former des managers spécialistes de l'anticipation et de la gestion des risques dans les organisations. À ce titre, il permet d'acquérir les savoirs fondamentaux en sciences de gestion, que sont la stratégie, les finances, les ressources humaines notamment, mais aussi des compétences techniques en droit public et en droit privé, ainsi qu'en économie spatiale comme mathématiques, et ce, afin de prévenir la réalisation de certains risques auxquels les organisations font face, tant au niveau organisationnel tant au niveau stratégique qu'opérationnel. L'empreinte pluridisciplinaire, vous le voyez,
gestion, économie, droit, est là aussi extrêmement marquée. Nous souhaitions, avec ce diplôme, pouvoir offrir une poursuite d'études à nos étudiants de licence AES. Voilà qui est chose faite. Et j'espère que cette formation pourra être installée de façon pérenne dans le paysage nîmois. Parmi nos formations, l'on compte aussi un certain nombre de diplômes universitaires dans des domaines novateurs. Alors, je les évoquerai uniquement pour que vous ayez une idée exhaustive des diplômes que nous proposons. Un DU médiation et négociation, donc l'utilité est toujours prégnante. Un DU ouvert depuis 2 ans qui s'intitule laïcité et médiation, dont l'objet est de former tout professionnel et acteur associatif à l'appréhension des questions de laïcité dans leur activité. Et le succès est véritablement au rendez-vous. La première promotion, donc CRU 2022, a reçu ces diplômes des mains de Madame la préfète du Gard il y a quelques mois. Et toujours pour répondre à un besoin de notre territoire, a été créé l'année dernière le DU secrétaire de mairie. Visant à répondre à un besoin fort, là aussi exprimé par notre territoire, puisqu'il est apparu, après étude des besoins, que cette profession allait manquer d'ici 2 à 3 ans, donc un tiers des mairies étant concernées par une désaffection du fait de départ en retraite. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer une formation originale, inédite d'ailleurs dans l'Occitanie, permettant de répondre à ce besoin. Voilà ce que nous offrons à l'heure actuelle au sein du département DEG. Mais les idées et la volonté ne manquent pas en ce début d'année universitaire pour poursuivre cet effort d'amélioration continue de nos formations. Alors 2 exemples. Le master mention AES devrait accueillir 2 parcours, dont un parcours qui ouvrirait dès janvier 2023 axé sur le digital learning, donc approche quelque peu originale. Nous tenons d'ailleurs à nous démarquer et nous réfléchissons actuellement en partenariat avec l'UNIFOP à l'ouverture d'une licence professionnelle métier de l'immobilier. Là encore, c'est un besoin exprimé par le territoire, par le tissu professionnel local qui nous conduit à envisager la proposition de cette formation. Alors à côté de la pédagogie, de la formation, nous sommes donc enseignants-chercheurs et donc nous réalisons aussi des recherches. Parfois un petit peu énigmatique que de dire dans nos disciplines que nous réalisons des recherches, puisque nous n'avons pas de laboratoire où nous réalisons des expérimentations, mais la recherche est bien là. Sur le volet recherche aussi, la pluridisciplinarité est de mise. La très grande majorité des enseignants-chercheurs du département appartiennent au laboratoire CROM pour risques chroniques et émergents. Et les axes de recherche témoignent de ce caractère pluridisciplinaire, conjuguant, là encore, tradition et modernité. L'un des axes historiques de recherche menés est le domaine du nucléaire. Et les 1er et 2 juillet dernier s'est tenue la 11e édition du colloque. Désormais, c'est une institution chez nous, le colloque droit et contentieux du nucléaire, portant cette année sur la perception du risque en initiant un dialogue entre la France et le Japon. Occasion de réunir des spécialistes franco-japonais 11 ans après la catastrophe de Fukushima et de tirer un bilan et des enseignements dans la perception, les représentations et les modalités de gestion du risque nucléaire. La 12e édition est en cours de préparation, alors je vous n'en dirai pas plus. Je vais bien me garder de spoiler le contenu du programme à venir. Les chercheurs que nous sommes veillent aussi à prendre part active au débat sur les grands chantiers de réforme, notamment du droit civil. Après le colloque organisé au mois d'octobre 2021 sur le projet de réforme du droit de la responsabilité civile, qui a rencontré un énorme succès et on peut s'en féliciter, notamment en librairie, puisque les actes du colloque ont été publiés aux éditions Dalloz. Nous organisons le 7 octobre prochain un colloque sur l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux. Alors ce colloque réunira un certain nombre de collègues du NIM et d'éminents spécialistes du droit des contrats spéciaux, dont les concepteurs du projet de réforme eux-mêmes ayant participé à la commission, qui ont accepté
de présider les 3 tables de la journée et de venir ainsi discuter des propositions qui seront faites, donnant ainsi une envergure nationale à la recherche juridique nîmoise. Et la valorisation scientifique de ces travaux sera aussi assurée par la publication des actes du colloque par la Société de législation comparée. Le mois suivant, le 18 novembre, se tiendra aussi une journée d'études qui s'inscrit dans un cycle de colloques sur la thématique générale contrat et compliance, organisé par des universités partenaires du Journal de la régulation et de la compliance, qui est dirigé par Marianne Frison-Roche. Le colloque niémois aura un objectif tout particulier. Il sera d'identifier les acteurs dits de la mise en conformité dans les entreprises avec l'utilisation de l'outil contractuel et de comprendre la façon dont ces acteurs exploitent l'outil contractuel pour prévenir la réalisation de certains risques. Alors le droit, l'économie et la gestion sont largement mobilisés dans la programmation et pouvoir éclairer un sujet en multipliant les points de vue scientifiques confère à notre recherche nîmoise une plus-value indéniable et donc c'est une chance dans le département que de pouvoir multiplier ces compétences pour appréhender un objet d'étude. Alors vous le voyez, et j'ai oublié nécessairement quelques événements, mais il y a une belle programmation pour ce début d'année et d'autres événements scientifiques suivront sur le second semestre et donc j'ai hâte de commencer cette nouvelle année. Chers collègues, je suis fière, véritablement fière de ce que nous faisons et de la manière dont nous le menons. Chacun a un rôle à jouer dans l'université, je vous le disais, un ensemble dans un tout. Alors voilà qui nous sommes et ce que nous faisons. Pourquoi nous le faisons? Pourquoi le faisons-nous, me direz-vous? Alors chacun aurait très certainement un élément de réponse à cette question en fonction de ce qui l'anime profondément. Et rassurez-vous, je ne vais pas faire un tour de table pour savoir pourquoi vous êtes là. J'insisterai malgré tout sur 3 points, bien qu'il y aurait certainement d'autres choses à évoquer. D'abord, premier point, vous transmettre un savoir, chers étudiants. À l'université, vous demeurez élève. Et littéralement, l'élève, la langue française est bien faite, s'élève par la connaissance. Nous ressortons grandis du cursus universitaire. Vous communiquez aussi, et c'est le second point pour lequel nous sommes là, vous communiquez aussi un savoir-faire. Raisonner, critiquer, apprécier, étudier. Dans un sens commun, étudier se définit comme chercher à acquérir de la connaissance, chercher à comprendre par l'expérimentation. Vous êtes aussi d'une certaine façon chercheur. En tout cas, pour profiter de ces années universitaires, vous devez, notre président l'a évoqué, vous devez être acteur de votre apprentissage. Soyez curieux, soyez aussi audacieux. Enfin, et c'est le 3e et dernier point, notre rôle est de vous donner accès à un savoir-être. Être capable de s'adapter à son environnement, alors aujourd'hui universitaire, demain professionnel, est une des clés de la réussite. Vous avez choisi d'étudier les disciplines juridiques, économiques et sociales, et ces disciplines sont marquées par des codes, guidées par des pratiques qu'il faut acquérir et progressivement maîtriser. Rigueur envers vous-même dans votre travail et respect envers les autres dans votre attitude, dans vos échanges entre vous et à l'égard du corps professoral. Assumons ensemble cette discipline collective, c'est important pour notre progression commune. Vous l'aurez compris, l'Université de Nîmes est exigeante et elle est aussi très accueillante pour les primo-entrants, vous vous en rendrez compte très rapidement. En somme, soyez assurés que l'ensemble du corps professoral est attaché aux traditions, ouvert sur la modernité et que l'on œuvre ensemble pour votre avenir. Mais comme a pu le dire un auteur que j'affectionne, Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Je vous invite donc, toutes et tous, à œuvrer ensemble pour ouvrir largement le champ des possibles, pour votre avenir, pour notre avenir en qualité d'institution, les deux étant intimement liés. L'université, je vous le disais,
un ensemble, un tout. Madame la Première Présidente, après avoir exercé nombre de fonctions juridictionnelles, vous avez été au sommet de l'ordre judiciaire à la Cour de cassation durant plusieurs années. Vous avez mené des réformes difficiles et nécessaires. Officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite, médaillé d'argent de l'administration pénitentiaire et officier des palmes académiques, j'espère ne rien oublier. En tout cas, c'est impressionnant. Merci pour votre présence, c'est un honneur. Nous avons hâte de vous entendre. Je vous souhaite à toutes et tous une belle conférence et une très bonne année universitaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Directrice, pour vos chaleureux propos de bienvenue. En vous écoutant, Madame la Directrice, je me suis dit que tous les étudiants ici présents ont beaucoup de chance d'être à l'Université de Nîmes, qui me paraît être une université extrêmement dynamique, ouverte sur la société. Et ce qui m'a marqué, c'est que vous pouvez, à la sortie de l'université, trouver un emploi, ce qui n'est pas forcément la règle dans l'ensemble des universités. Alors c'est vrai que pour moi, l'université est assez loin, mais je me disais que si j'avais recommencé, je viendrais peut-être à Nîmes. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi d'avoir été invitée par l'Université de Nîmes et je suis très heureuse de pouvoir vous rencontrer en cette période si singulière pour vous que constitue la rentrée universitaire. Je trouve que c'est une excellente chose que la rentrée universitaire soit en quelque sorte sacralisée par une manifestation officielle. Vous le savez peut-être, en fait, et c'est ce qui m'a valu les palmes académiques. Depuis de très nombreuses années, j'ai un très grand attachement à l'université, à l'enseignement et à la tête de la Cour de cassation. Donc j'ai terminé mes fonctions le 30 juin dernier et j'ai vraiment œuvré en faveur du renforcement des échanges entre la Cour de cassation et l'université. En tout cas, moi, ça me paraît tout à fait essentiel que les étudiants connaissent mieux l'organisation judiciaire. Et souvent, je suis marquée des échanges que je peux avoir, y compris avec de futurs magistrats, de voir que la connaissance de l'organisation des juridictions, dans un terme un peu bizarre, est perfectible. C'est un euphémisme de le dire. En tout cas, ces moments sont une formidable occasion de mettre en lumière aussi ce qu'a pu faire la Cour de cassation. Je suis sûre que si je vous demandais qu'est-ce que la Cour de cassation, j'aurais peut-être des réponses un peu, on va dire, évasives, mais je suis sûre qu'à la fin de l'ensemble de votre cursus, il y aurait des réponses beaucoup plus précises. D'un autre côté, moi, ce dont je suis persuadée, c'est que tous les étudiants ici présents, quel que soit leur âge, sont vraiment l'avenir de la France. Et pour ceux qui embrasseront, alors peut-être pas ceux qui recherchent, qui ont des facultés de détective, peut-être pas, mais peut-être pour les autres, en fait, qui représenteront l'ensemble du monde du droit et l'ensemble de la justice dans les années à venir. Donc moi, ça me paraît tout à fait essentiel. Vous allez voir, je vais dresser un constat sévère de la justice, mais ce que je voudrais vous dire, surtout ne partez pas démoralisés en train de vous dire oh bah, si c'est comme ça, on ne voit pas très bien ce que l'on vient faire, parce que moi, je suis persuadée que vous tous ici présents, vous êtes aussi les acteurs du changement. Actuellement, vous savez qu'il y a vous l'apprendrez dans vos cours, il y a une crise de confiance que traversent toutes les institutions démocratiques, et pas seulement la justice, et c'est pas seulement en France, c'est dans beaucoup de pays, en Europe et dans le monde. Et il y a des valeurs absolument fondamentales du système judiciaire français que sont l'indépendance de la justice et la préservation de l'état de droit.
Donc ces valeurs connaissent des attaques renouvelées. Vous pouvez le voir hein, si vous êtes des observateurs attentifs de ce qui se dit autour de vous. En tout cas, quelle que soit la culture dans laquelle on est né, la justice participe de la légitimité démocratique de tout État et le droit constitue le socle sur lequel chacun peut vivre en communauté avec les autres. D'ailleurs, les premiers systèmes juridiques ont été constitués à partir du moment où il fallait un tiers, indépendant, impartial pour statuer, c'est-à-dire qu'on est sorti de règlements de différends qui se faisaient au sein d'une même communauté. Et à partir du moment où on a externalisé le règlement des différends est née la justice. La crise que connaît l'institution judiciaire n'est pas nouvelle ni singulière, mais elle a été accentuée ces derniers temps par une perte de repères assez inédite. Et je pense que la crise sanitaire n'a pas arrangé, entre guillemets, cette situation. Vous le savez et vous l'apprendrez, on attend toujours plus de la justice et en même temps, beaucoup de personnes la critiquent, disant que c'est trop long, trop cher, incompréhensible, qu'on n'arrive pas à comprendre les décisions de justice ou qu'il y a un trop grand décalage entre les attentes individuelles ou sociétales des uns et des autres et ce que peut faire la justice. D'un autre côté, et vous le savez, vous en avez entendu parler, la justice souffre d'un manque important de moyens humains, matériels et informatiques. Je n'insisterai pas plus sur ces éléments, même si ces derniers temps, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux qu'il faudrait relever. Vous le savez également, enfin j'espère que vous le savez, il y a eu les États généraux de la justice qui ont été présidés par un comité indépendant et monsieur Jean-Marc Sauvé, qui était vice-président honoraire du Conseil d'État, a présidé ce comité. Je faisais partie du comité des États généraux, notamment avec le procureur général de la Cour de cassation, François Molins. Et très vite, la question des moyens a été mise au cœur des États généraux de la justice. Cela dit, je suis persuadée que si l'ensemble des acteurs concernés par la justice, et sont très nombreux, hein, y compris les citoyens, tous ceux qui ont affaire à la justice, si tout le monde se met autour d'une table et a une vision globale, on arrivera à faire évoluer l'institution judiciaire. J'étais particulièrement heureuse et surprise de voir l'étymologie de l'université. Pour ma part, après tant d'études, notamment même en latin grec, je ne m'étais jamais posé la question de qu'est-ce que l'université. Et je pense qu'avec cette étymologie, vous pouvez comprendre ce qu'étaient les États généraux de la justice, dont on a remis le rapport au président de la République le 8 juillet dernier, c'est d'avoir une vision globale et de comprendre comme à l'université que quand on est membre même d'un petit aspect, on est responsable pour l'ensemble. D'ailleurs, vous le voyez tous hein, avec la crise climatique que tout le monde connaît. Quand on voit ce qui se passe dans un endroit dans le monde, ben forcément, ça a des répercussions dans un autre endroit. Et c'est vrai pour l'université, mais c'est vrai également pour la justice. Pour les États généraux de la justice, hein, ça a duré, je vais vous en parler un petit peu, c'est une opération en quelque sorte qui a duré plusieurs mois. Les citoyens ont été associés, hein, même si la presse en a très très peu parlé. Et il y a 50 000 citoyens qui ont contribué. Il y a eu des groupes de travail. Donc le rapport que vous pouvez consulter sur le site internet du ministère de la Justice dresse un constat particulièrement sévère de l'état de la justice en France en disant qu'il y a une crise majeure de l'institution. Mais c'est là où je vous disais, surtout, ne vous découragez pas, parce que moi, après 42 ans au sein de la justice, je ne suis pas découragée. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut avoir une dose d'optimisme, en fait,
pouvoir œuvrer à quelque endroit que l'on se trouve. Alors le constat, ça concerne les délais de jugement qui sont longs, la durée des audiences, les outils insuffisants. Il y a de moins en moins de collégialité. Vous savez que dans les juridictions du premier degré, normalement, on doit statuer à 3. Dans les faits, les magistrats statuent la plupart du temps tout seuls. Quand les décisions sont rendues, il y a un problème d'exécution. Ce que je voudrais dire, surtout ne pensez pas que les magistrats et les fonctionnaires de justice, par exemple, que sont les greffiers, ne font rien. Ils sont extrêmement actifs. Et ce que je dis toujours, c'est que l'ensemble de la justice se tient grâce à l'investissement de tous ceux qui y participent. Le comité des États généraux a essayé d'identifier les causes. Les causes sont multiples de cette crise majeure de l'institution judiciaire. Ce que je ne vous ai pas dit, et vous aurez des enseignements sur ce point, la justice, c'est 2 éléments. La justice, c'est un service public. Alors vous aurez sûrement un enseignement. Est-ce que la justice est un service public ou pas? Bon, je ne rentre pas dans cette problématique, mais mettons que ce soit un service public. Et le deuxième élément, c'est que la justice, c'est aussi l'autorité judiciaire. Vous savez qu'il y a un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, et il y a une autorité judiciaire. Pas un pouvoir judiciaire, mais une autorité judiciaire. Et l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles, en lien notamment avec les juridictions administratives. Et surtout, elle participe à la co-construction de la démocratie et l'état de droit. Je pense que pendant tout votre cursus, vous entendrez beaucoup parler de l'état de droit. Et l'état de droit, ce n'est pas seulement une question qui concerne certains pays un peu éloignés de nous ou pas trop éloignés de nous. En Europe, c'est une question, l'état de droit, absolument fondamentale. Tous les pays démocratiques ont un système juridique dans lequel les grands principes généraux du droit sont assurés. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans la justice et dans la société en France. Pour nombre d'entre vous, vous êtes trop jeunes pour les avoir constatées. Et je dirais même que même si on est un acteur attentif des évolutions, très souvent on ne les voit pas. Et c'est ça qui est souvent fort dommage. Donc une évolution majeure, mais qui ne vous a pas échappé, c'est l'internationalisation du droit et surtout l'européanisation du droit, qui a eu une incidence sur les modes de raisonnement, notamment de la Cour de cassation, concernant en particulier le contrôle de conventionnalité et le contrôle de proportionnalité. Vous savez qu'en France, on a l'habitude, dans une décision, d'avoir ce qu'on appelle une majeure, une mineure. On a une règle de droit qu'on applique aux faits. Et avec le contrôle de conventionnalité et de proportionnalité, on met en balance des intérêts différents. Par exemple, pour une personne qui est en situation irrégulière, on mettra en balance la défense de l'ordre public et de l'autre côté, la protection de la vie familiale. Ce qui fait que des principes que vous pouvez trouver dans le Code civil notamment, même si le Code a été en grande partie réécrit, doivent être interprétés à la lumière des principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc si je vous explique ça, c'est que ça va changer profondément nos modes de raisonnement. Je suis sûre que vous aurez un enseignement sur la common law et la civil law. Je suis intervenue au Canada récemment à l'occasion de la célébration des 50 ans de la création des cours fédérales canadiennes, et mon intervention, c'est en quoi la civil law, donc c'est le droit continental que nous connaissons, et évolue profondément à cause de l'influence des pays de common law. Et ça, c'est une transformation importante dont on n'a pas vraiment connaissance. Je suis persuadée que vous parlez plusieurs langues, enfin je l'espère pour vous.
En tout cas, ma génération, les générations qui ont suivi pendant un certain temps ne parlaient qu'une langue, voire deux, assez péniblement. Et cette situation a eu comme incidence que dans les institutions européennes, il n'y a pratiquement plus que des anglophones, y compris des pays d'Europe centrale et orientale. Quand vous avez une conférence des pays des cours suprêmes en Europe, tout le monde parle anglais. Vous en avez 3 qui parlent français, la France, la Belgique et je ne sais plus, le Luxembourg. Voilà. Et ce qui fait que très concrètement, dans les institutions européennes, il y a des anglo-saxons et ce sont les principes anglo-saxons qui gouvernent le droit. Donc si vous n'aviez qu'une chose à retenir de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est 1, l'état de droit, 2, apprenez plusieurs langues. Voilà, ça, moi, ça me paraît tout à fait essentiel. Autre élément important, et vous le verrez, si vous, par curiosité, vous allez dans une bibliothèque et vous regardez un code civil des années 80, il est tout petit, vous voyez, vous pouvez avoir tous vos codes sur le même rayon. Actuellement, un code civil, c'est ça, pour peu qu'il soit noté, il est encore plus grand. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une inflation législative extrêmement importante et qu'actuellement, un problème, une loi. Bon, je ne parlerai pas des rodéos, puisqu'on s'est demandé est-ce qu'il y a une loi, il n'y a pas de loi, mais il y avait une loi. Donc finalement, il y a des contrôles de police. Vous avez tous été témoins dans les informations de la question de l'inceste. Il y a une loi. Tous témoins dans ce qui a été l'affaire Halimi, la question de la responsabilité d'une personne qui n'a pas toutes ses facultés mentales, il y a une loi. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes en quelque sorte gouvernés par les lois. Alors pour les civilistes, en fait, c'est un petit peu ennuyeux parce que peut-être avez-vous remarqué que le Code civil a été réécrit par ordonnance. Le Parlement a transmis sa compétence au gouvernement et il y a eu des ordonnances et je ne suis pas persuadée que vous ayez porté un intérêt direct, à part les contrats spéciaux qui vont donner lieu à un colloque, à la réécriture du Code civil, alors que la réécriture du Code pénal et du Code de procédure pénale suscite de nombreux débats dont vous pouvez prendre connaissance au Parlement. Et vous savez également que depuis 30 ans, il y a eu de très nombreuses réformes dans la justice. On ne peut pas dire qu'on n'a pas été réformé. Nous sommes, peut-être avec l'université, l'institution qui s'est le plus réformée en 30 ans, mais je ne parlerai pas de l'université, c'est un terrain que je ne connais pas, mais en tout cas de la justice avec, on peut dire, un succès modéré. Et pourquoi ? Parce que, élément important, et vous l'apprendrez, vous l'avez déjà appris en droit constitutionnel, hein, un président de la République, c'est 5 ans, un ministre et un Parlement, sauf le Sénat, un ministre en général reste 2 ou 3 ans. Et donc, quand il y a une réforme, ça se fait forcément sur une période courte. Et la question, c'est que ça puisse se faire sur une période beaucoup plus longue. Et la justice fait partie de ces institutions où une réflexion est vraiment nécessaire et toute réforme doit se faire sur une période longue. Et c'est ce qu'a parfaitement entendu le président de la République qui avait lancé les États généraux. Alors la question après, c'est de le mettre en œuvre. Ça, c'est une autre question sur laquelle je n'interviendrai pas puisque ça n'est pas mon champ de compétences. Mais en tout cas, un élément absolument essentiel qui a été relevé et qui est en lien avec la terminologie de l'université, c'est qu'il était nécessaire d'avoir une approche systémique. C'est-à-dire qu'à présent, les réformes qui ont eu lieu dans la justice, on modifie, par exemple, on crée des places de prison, après on crée des nouvelles mesures dans ce que nous on appelle le milieu ouvert, pour suivre des personnes qui ont commis des infractions. Elles sont suivies par un juge de l'application des peines, puis on se rend compte que ça ne marche pas, donc on recrée des places de prison. Donc en fait, c'est des approches qui sont très liées à l'actualité du moment, ce que je peux absolument comprendre. Mais vous avez entendu, j'ai essayé déjà de vous donner des grandes évolutions qui ont eu lieu dans la justice et finalement qui n'ont pas été appréhendées dans le temps court du législateur.
Donc, si vous aviez une troisième chose à retenir de ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour réformer la justice, il faut une appréciation globale et une appréciation, vous retrouvez ce terme partout, systémique, c'est-à-dire qu'on fait système, on est une organisation et il faut avoir une appréciation d'ensemble. Donc peut-être vous ne connaissez pas encore l'organisation des juridictions, mais vous savez qu'il y a des tribunaux judiciaires. En appel, il y a des cours d'appel et au dernier degré, il y a la Cour de cassation qui ne statue qu'en droit et qui ne statue pas en fait, alors que les tribunaux judiciaires et les cours d'appel statuent et en droit et en fait. L'évolution a voulu que la première instance, pardon de le dire, c'est dans le rapport des États généraux, soit en quelque sorte, vraiment c'est un terme pas adapté, mais dans le rapport des États généraux, un galop d'essai. Donc on fait appel. Et la Cour d'appel a un nombre de dossiers extrêmement importants à juger, souvent les dossiers les plus emblématiques. Et ce que préconise le rapport des États généraux, c'est que la première instance redevienne l'instance dans laquelle le débat judiciaire ait lieu. Je suis sûre que dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui ont eu un dossier judiciaire. Et quand vous avez le tribunal judiciaire, ensuite vous avez la cour d'appel, pour peu que vous ayez la cour de cassation, le processus peut être estimé un peu long, en dépit, je le rappelle, de l'engagement de tous les acteurs de justice. Autre élément qui pourra vous concerner, notamment les doctorants, futurs doctorants que vous pourrez être, la mise en place d'une équipe autour du magistrat. Et vous savez qu'actuellement, ce sont des juristes assistants et qui doivent avoir le niveau de doctorant, ou à défaut d'être doctorant, d'être assistant de justice. Et en général, c'est les facultés de droit. Donc, il va y avoir une évolution importante au sein de la justice, où il y a une équipe autour du juge qui va être mise en place, même si elle existe, mais pas de façon suffisamment importante. Ça peut vous paraître étonnant qu'on parle d'équipe autour du juge. En réalité, nous fonctionnons de façon extrêmement artisanale. Et ce qui est important, beaucoup plus que les juridictions administratives. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un travail en équipe qui puisse se produire. Il y a beaucoup de propositions qui n'ont pas été faites par le comité des États généraux. Est-ce qu'il faut supprimer ou pas le juge d'instruction ? Je suis sûre que vous connaissez tous le juge d'instruction, notamment par les séries télévisées. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure approche, parce qu'il y a souvent, c'est tourné de façon un petit peu problématique. Vous savez que les juges d'instruction instruisent à charge et à décharge, c'est des magistrats du siège, dans 3% des cas. Donc on peut se dire, dans 97% des cas, comme ils n'interviennent pas, supprimons-le. Le comité des États généraux n'a pas été de cet avis pour la simple et bonne raison que c'eût été le parquet qui eût été en charge des investigations. Et vous le savez, vous l'apprendrez dans vos études, depuis 25 ans, le statut du parquet doit être changé pour qu'il soit proche ou semblable à celui des magistrats du siège. En tout cas, je ne peux que vous inviter à prendre connaissance de ce rapport, parce que même si toutes les préconisations ne sont pas mises en œuvre, j'ai été amenée à relire un rapport qui a une petite dizaine d'années et malheureusement, j'ai remarqué que beaucoup de préconisations de ce rapport étaient d'actualité. Donc peut-être, j'espère que dans 10 ans, on sera dans une autre situation. Mais j'ai l'habitude de le dire, nous ne rend pas la justice pour nous, on la rend pour ceux qui s'adressent à la justice, mais au-delà de ça, on la rend pour l'ensemble des citoyens. Et je l'ai dit, la justice participe de la démocratie, de l'état de droit. Et quand on a une justice qui pourrait mieux fonctionner, pour moi, c'est l'ensemble de la démocratie qui peut avoir quelques problèmes. C'est pour ça que je ne peux que vous inciter pendant tout votre cursus à vous intéresser beaucoup aux institutions, au mode de fonctionnement des institutions, à faire des stages dans les juridictions, voir concrètement comment cela se passe et avoir une culture juridique. Moi, ce qui me marque avec les tout jeunes magistrats
qui rentrent dans la magistrature, j'en parlais avec certains de vos professeurs tout à l'heure, c'est qu'il y a une perte de connaissances, de culture juridique, de la façon dont les institutions fonctionnent. Et sans cette connaissance, je pense qu'on a quand même quelques difficultés à se situer. En tout cas, dans la justice, il y aura des recrutements de magistrats, de greffiers. C'est absolument indispensable, mais cela ne suffit pas. La Cour de cassation, plus haute représentante de l'ordre judiciaire, a une responsabilité particulière dans la promotion et la défense des valeurs qui fondent l'état de droit. Et moi, j'ai été marquée dans les échanges avec mes homologues des autres cours suprêmes. C'est quel que soit le système juridique, nous avons des préoccupations communes, y compris dans d'autres pays assez éloignés de la France, dans d'autres hémisphères. Et ce qui me marque beaucoup, c'est que la communauté des juristes, en fait, a un petit peu la même façon de voir les choses, même si les systèmes peuvent être profondément différents. En tout cas, la Cour de cassation a la place qui est la sienne. Alors, j'ai vu que vous m'avez entendu, vous avez vu la Cour des comptes et je crois peut-être le Conseil d'État. En tout cas, c'est absolument indispensable d'avoir des relations approfondies avec le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et avec les autres cours en Europe et dans le monde. Je suis sûre que si je vous posais la question « à quoi sert un juge ?», j'aurais peut-être beaucoup de réponses et il n'y en a peut-être pas beaucoup qui correspondraient à ce que fait un juge. Et je vais dire pourquoi. Si je suis sûre que vous connaissez par cœur l'article 12 du Code de procédure civile, qui dit, ou peut-être pas encore, mais ça va venir, il est dit en fait que le juge tranche et applique la loi. Et dans les faits, cet office a beaucoup changé ces dernières années. C'est encore les grandes transformations dont je vous parlais. C'est qu'il est vrai qu'il y a un certain nombre de juges qui tranchent et qui appliquent la loi. Vous me direz heureusement, un juge, j'ai fait ça pour ça. Mais il y a beaucoup de juges, en fait, qui ont ce qu'on appelle un office protecteur. Vous avez tous entendu parler, au moins par ouï-dire, des juges des enfants, des juges de la protection des contentieux, des contentieux de la protection, tous les mots y étaient, mais pas dans le bon ordre. Et en fait, ce sont des juges, la plupart du temps, qui rendent la justice dans ce qu'on appelle en audience de cabinet, c'est-à-dire sans public, sans robe, et souvent dans un bureau dans lequel il y a les photos des enfants derrière, ou pas d'ailleurs, ou les photos des vacances, les cartes postales qu'on a reçues. Ce que je veux vous dire par là, en fait, c'est qu'on renvoie au justiciable une image un petit peu particulière de la justice rendue. En tout cas, il y a une bonne part de la justice qui est rendue en audience de cabinet. Et il n'y a pas vraiment une réflexion par rapport à cela. Et c'est un petit peu dommage. Alors ça, c'est surtout pour la justice civile. Également la justice de protection, c'est essentiellement pour les personnes qui ont très peu de ressources financières. De l'autre côté, il y a un office que vous connaissez beaucoup, c'est l'office pénal du juge. Actuellement, les promotions d'étudiants sont saturées de droit pénal. Si je vous demandais simplement en levant la main, mais juste comme ça, à titre indicatif, qui voudrait aller vers le droit pénal ? Ah bon, c'est parce que vous venez de rentrer à l'université alors. Le droit civil. Là, c'est plus petit. Le droit des affaires. Ah, il y en a. Et le droit public? Bon, il y en a la moitié quand même qui ne sait pas, c'est bien. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de ne pas aller systématiquement vers le droit pénal. Alors, je suis désolée, Madame la procureure de Nîmes, mais moi, je trouve qu'on est dans une société beaucoup trop pénalisée. Dès qu'il y a un problème, il y a une loi, il y a une attraction du droit pénal et une captation quasiment de toute la justice par le droit pénal,
Amusez-vous, enfin amusez-vous. Pendant 3 soirs, hein, vous regardez les informations télévisées et vous regardez le temps consacré aux affaires pénales. Hein. Alors en même temps, vous demanderez quel est le temps consacré aux affaires civiles, à moins d'un enlèvement d'enfants ou à moins des pauvres enfants qui ont été battus par leurs parents. On ne parle pas du tout du contentieux civil, mais on parle beaucoup du contentieux pénal. En tout cas, comme on n'a pas une vision claire hein, de l'office du juge, alors il y a aussi un office qui s'est beaucoup développé, c'est le juge gardien des libertés. Et vous savez qu'on a un juge particulier parmi tous les juges, encore plus en charge que les autres, c'est le juge des libertés et de la détention, dont la mission essentielle est gardien des libertés individuelles, y compris pour les personnes qui n'ont pas leur faculté mentale et qui sont placées dans des établissements spécialisés. Et à chaque fois, un juge intervient. En tout cas, ce que je pense, c'est que l'image, qu'est-ce qu'on attend d'un juge ? Il peut y avoir autant de réponses qu'il y a de personnes qui répondent et cette image s'est brouillée. On se serait retrouvé ici au 19e siècle. D'abord, il n'y aurait pas eu de micro, il y aurait peut-être eu un amphi. Mais en tout cas, c'était l'office du juge qui tranche. Hein. Il était inimaginable d'avoir d'autres offices. Donc, on voit que l'image est brouillée, qu'il y a des missions de plus en plus importantes confiées aux juges. Et au même moment, je suis sûre que dans l'histoire du droit, vous vous intéresserez à ce qui se passe en Allemagne, à ce qui se passe en Italie, à ce qui se passe en Espagne. Et vous verrez qu'on a des conceptions très franco-françaises hein, de l'organisation de la justice. C'est-à-dire qu'on est persuadé que le juge doit intervenir partout. Par exemple, en Allemagne, le juge des tutelles, hein, vous savez, soit les parents, les enfants qui ont perdu leurs parents ou les personnes majeures qui ont des problèmes de faculté mentale et dont les biens doivent être protégés. Dans d'autres pays, il n'y a pas un juge qui intervient, c'est l'administration. Donc quand je pose la question essentielle, quel est l'office du juge, quel est l'office d'un procureur, quel est l'office d'un greffier, qu'est-ce qu'on attend de la justice, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et après, on peut réformer, mais pas de se dire il y a trop de personnes en prison, pas assez, et on essaye de faire telle ou telle chose. Il y a un autre rapport, et je vous conseille vraiment de lire au moins la première partie que vous trouverez sur le site de la Cour de cassation, qui s'appelle « Rapport de la Commission Cour de cassation 2030 ». Quand j'étais première présidente avec le procureur général François Molins, on avait décidé de confier une mission à 12 personnes, hein, dont des professeurs d'université, à voir quelles seraient les évolutions de la Cour de cassation dans les 10 ans à venir. Et la première partie de ce rapport est extrêmement importante pour vous à lire, car elle retrace les grandes évolutions de la justice en Europe et dans le monde. Déjà, si vous saviez ça, ça enrichit, j'allais dire, sa culture juridique. Et vous verriez que la justice qui participe, le rapport parle de la mondialisation et de la globalisation, est un facteur absolument essentiel pour la sauvegarde de l'état de droit. Ce que vous pouvez faire aussi en consultant le site de la Cour de cassation, c'est de voir des conférences. Vous savez, grâce aux différents confinements, on a été extrêmement inventif hein, et on est passé de colloques de 150 personnes, je dis toujours péniblement, avec 75 élèves avocats et peut-être 70 étudiants, un peu plus, hein, à des colloques à distance hein, que vous pouvez consulter sur le site de la Cour de cassation. Il y en a toutes les semaines hein, sur des sujets juridiques, des sujets historiques. Et c'est en accessibilité. Je suis sûre que votre génération les consultera plutôt sur les réseaux sociaux que sur la chaîne YouTube de la Cour de cassation. Et je pense que dans les 3-4 ans, quand vous aurez un week-end, vous demanderez ce que vous pourrez faire, hein, vous pourrez consulter la Web TV de la Cour de cassation, ce qui est tout à fait nouveau, mais alors pour diffuser en continu, c'est un petit peu compliqué. Mais je pense qu'on y arrivera. En tout cas, quand j'ai été première présidente, l'idée, ça a été parce que la Cour de cassation,
on en a souvent une vision assez lointaine et une cour assez surplombante. On sait que c'est dans l'île de la Cité, on sait qu'il n'y a qu'une cour de cassation en France, mais à part ça, on ne sait pas grand-chose, qu'elle rendait jusqu'à une période récente des arrêts illisibles, incompréhensibles. Le mode de rédaction des arrêts de la Cour de cassation a changé, puisque c'est écrit actuellement en style direct. Et moi, je me suis vraiment attelée, en fait, à faire évoluer l'image de la Cour de cassation. Donc, il y a beaucoup de partenariats qui ont été signés avec les universités, en France notamment, et avec d'autres pays dans le monde. Il y a beaucoup de conférences que vous pouvez trouver sur le site de la Cour de cassation. Ce que je vous souhaite, c'est que vous réussissiez le mieux possible dans ce que vous ferez, mais dans tout ce que vous retiendrez, le cœur du réacteur, c'est l'humain. Et très souvent, on oublie qu'il y a des humains, qu'on ne rend pas une justice complètement désincarnée, qu'on soit avocat, magistrat, professionnel du droit. Et ce que je vous souhaite, puisque dans quelque temps, vous aurez tous un emploi, vous aurez peut-être, certains d'entre vous seront avocats, peut-être certains seront magistrats. Il va y avoir beaucoup de recrutements, ça vous paraît peut-être lointain. D'autres seront juristes assistants, d'autres auront d'autres métiers. Mais vraiment, ce que je vous souhaite tous, c'est de comprendre que où que vous soyez, vous rendiez des décisions, des rapports, tout ce que vous voulez, qui soit compris de l'ensemble des citoyens, et surtout que quoi que vous fassiez, vous vous rappeliez tous que vous êtes des humains. Et je pense que pendant la première crise sanitaire, on l'a oublié, qu'on était des humains, puisque la Cour de cassation, bon, vous avez peut-être vu ça d'un peu loin, mais la Cour de cassation, vous savez, je vous ai dit, hein, l'institution judiciaire, article 66 de la Constitution, est gardienne de la liberté individuelle telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel. C'est gardienne de la liberté d'aller et de venir. Donc c'est tout ce qui concerne la détention. Et lors du premier confinement, parce que nous n'avions pas les applications informatiques qui convenaient, c'est un euphémisme de le dire, je ne développerai pas plus, parce que vous vous diriez que fait l'État. En tout cas, on n'avait pas d'implication informatique digne de ce nom. Donc il y a une ordonnance qui a été rendue par délégation du Parlement qui a permis au greffe des maisons d'arrêt, sans l'intervention d'un juge, de prolonger automatiquement les détentions de personnes qui étaient sous le statut de la détention provisoire. Donc il n'y a pas beaucoup de pays en Europe où ça se passe comme ça, mais heureusement, la Cour de cassation a veillé. Et très rapidement, il y a eu des arrêts de la Chambre criminelle qui a dit qu'il n'était pas possible, au regard de l'état de droit, qu'un détenu ne puisse pas voir un juge pour que sa détention soit prolongée. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que même quand les situations nationales sont dramatiques, ce qui était le cas, puisque tout le monde se disait le virus va sauter d'une personne à une autre, on ne sait pas ce qui va se produire, tout le monde était dans un état de sidération, il n'empêche que les libertés, le fait de protéger ces libertés est un bien commun tout à fait essentiel à l'ensemble des citoyens. Et c'est l'une des missions de la justice, même si j'ai eu des propos qui peuvent vous paraître sérieux, qui peuvent vous poser des questions sur l'état de la justice. Moi, je suis, et c'est peut-être ce qui explique mon intervention aujourd'hui, je suis persuadée que les évolutions viendront de vous tous, qu'il faudra peut-être du temps, puisque vous êtes encore jeunes, mais je suis persuadée que le monde finira par évoluer. Et de toute façon, on le voit avec la crise climatique, qu'à des moments donnés, on est obligé d'agir. Donc, je vous souhaite une bonne suite dans votre cursus.
Merci beaucoup, Madame la Première Présidente. Alors, l'idée désormais, c'est de pouvoir avoir un temps d'échange entre vous tous et notre invité. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, que l'on puisse débattre ensemble de l'État. Alors, quel mot choisir? Peut-être dégradé de la justice à l'heure actuelle. Mais bon, quand on a un état de dégradation, on peut effectivement avoir des perspectives d'amélioration. Donc, soyons là aussi positifs, optimistes. À vos questions, je vous laisse la parole. Des micros circuleront dans la salle. Bonjour, vous parliez tout à l'heure de laisser la Cour de cassation à la place qui est la sienne, enfin, c'est les mots que vous avez employés, et vous avez aussi parlé du contrôle de proportionnalité. J'aimerais avoir votre avis personnel, parce que je sais que les avis divergent à ce niveau-là, mais bon, en tant qu'ex-première présidente, vous devez avoir un avis assez tranché sur la légitimité de la Cour de cassation, justement, à écarter dans certaines situations, au moins à tempérer une règle législative, c'est-à-dire qui a été votée par un Parlement démocratiquement élu, et justement vous parlez de l'état de droit et de la vie démocratique. Donc qu'est-ce que vous pensiez à ce niveau-là, au niveau de cette légitimité? C'est une très bonne question. C'est vrai que c'est une question qui a été débattue pendant les élections présidentielles. Je pense que vous apprendrez en droit constitutionnel l'article 55 de la Constitution, et que c'est les traités internationaux et notamment européens qui ont une valeur supérieure au droit national. D'ailleurs, vous savez, vous l'apprendrez, il y a une grande partie du droit national qui est du droit européen. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas le nombre de règles qui viennent du droit européen. Alors, ce que je vous dirais parallèlement, c'est qu'il y a des réserves. Par exemple, je vais vous dire en quoi. J'ai présidé l'assemblée plénière à la Cour de cassation qui a eu à connaître de l'affaire Menson. Je parle du nom parce que le nom de ces jeunes filles était connu. C'était des jeunes filles dont les parents avaient eu recours à la gestation pour autrui. Dans ce dossier qui était quasiment un cas d'école, puisque leur filiation avait été admise par le procureur de la République de Nantes. Ensuite, il y a eu un certain nombre de recours. La Cour de cassation a statué. Il y a un vide juridique, parce que la gestation pour autrui est interdite en France. La Cour de cassation a demandé, a sollicité l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, c'était une première, puisque vous savez qu'il y a l'article 16 d'un protocole qui permet aux cours du Conseil de l'Europe de demander son avis à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a indiqué à la Cour de cassation qu'il fallait trouver une filiation pour ces enfants, qui étaient devenus majeurs. D'ailleurs, concrètement, elles avaient 19 ans. La Cour de cassation a ordonné la transcription de la filiation de ces jeunes filles sur les registres de l'état civil, ce qui n'était pas forcément prévu par le droit national, même pas du tout prévu, et simplement parce que si l'adoption n'était plus possible puisqu'elles étaient majeures, elles ne pouvaient plus être adoptées, donc elles n'avaient plus de filiation. Donc effectivement, on a fait prévaloir les règles de la Convention européenne des droits de l'homme. Ensuite, le Parlement est revenu sur cette jurisprudence de la Cour de cassation. Si je vous donne cet exemple, c'est autant en matière de libre circulation des marchandises, de propriété intellectuelle, de tout ce qui concerne la vie économique. Il y a peu de marge de manœuvre des États membres. Par contre, en ce qui concerne l'état des personnes, la marge de manœuvre est beaucoup plus importante. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de dossiers pendants sur des dossiers devant la Cour européenne des droits de l'homme sur des personnes transgenres. Et il y a des traditions juridiques différentes dans différents États du Conseil de l'Europe, puisqu'il y a plus d'États que l'Union européenne. Et quand on est, j'allais dire, vraiment au cœur de l'ordre public, ordre public au sens juridique du terme, pas au sens de ordre public
qu'on protège à l'extérieur. Dans ces cas-là, que ce soit la Cour de justice de l'Union ou la Cour européenne des droits de l'homme, laisse une assez grande marge de liberté aux États membres. Et c'est dans ces cas-là où le Parlement intervient. Mais je sais que ça a été un débat en France. D'un autre côté, vous le verrez en droit constitutionnel, à partir du moment où on est dans un état de droit et que les conventions ont été régulièrement ratifiées, sauf à dénoncer l'ensemble des conventions, ben, on applique une autre source de droit. Bonjour. Bonjour. Donc, tout à l'heure, vous avez dressé un bilan de la justice française et j'aimerais savoir quels moyens devraient être mis en place pour la sauver, parce que c'est un bilan qu'on a depuis des années. On voit une dégradation, que ce soit en tant que citoyen ou sûrement vous en tant qu'ex-présidence de la Cour de cassation. Donc, de qui dépendent ces moyens et pourquoi n'ont pas été déployés depuis les dernières 30 années ? C'est une question compliquée. Vous avez la réponse dans le rapport des États généraux. Ce que je vous ai dit déjà une réponse, c'est qu'il y a un certain nombre de services régaliens, dont la justice, qui n'ont pas été considérés à leur juste place. Je ne parlerai que de la justice, je ne parle pas des autres, chacun dans sa sphère de compétences, mais il y en a d'autres. Une sous-budgétisation. On a la moitié du budget qu'ont des pays de taille comparable. On n'est pas dans le pelon de tête dans l'Union européenne, loin de là, même s'il y a eu des efforts ces derniers temps. Et je pense que le problème majeur, mais vraiment majeur, est venu de ce que je vous ai dit, de pas de vision globale. C'est-à-dire, même depuis 30 ans, on est dans l'urgence et l'immédiateté. Je suis sûre, mais sûre, que s'il y a un fait divers, alors là, faites attention à la télévision ou n'importe quel moyen que vous écoutez, que vous verrez, il va y avoir une loi. On ne gouverne pas par les lois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous êtes jeune, donc vous pouvez vous transformer. Il y a encore beaucoup d'espoir. Mais quand un système est ancien, sur lequel on agit, on n'a pas beaucoup agi, c'est beaucoup plus difficile à transformer. Alors, il a été promis le recrutement de 1500 magistrats, 2500 greffiers, 2500 juristes assistants. Pour ça, vous avez tous un très bel avenir, je vous le dis. Mais l'École nationale de la magistrature, 300 auditeurs, 350 auditeurs par an, a des locaux paramétrés pour 300, péniblement. Bon, 350, c'est déjà compliqué. Donc de mettre 600 personnes, et la prochaine promotion, c'est 600 personnes, ils vont être recrutés en plusieurs années. Donc je pense qu'on ne verra une amélioration que dans 3-4 ans, le temps qu'ils arrivent. Mais il faudrait qu'on soit à droit constant et à politique constante, c'est-à-dire que l'engagement soit pris, qu'on ne modifie pas tous les 4 matins l'organisation du système. Si vous reprenez toutes les réformes depuis 30 ans, il y en a eu un nombre impressionnant, ce qui explique la taille des codes d'ailleurs. Mais il faudrait qu'il y ait une entente de tout le monde sur ces aspects-là. On l'a dit, il faudrait qu'il y ait un débat au Parlement sur ces aspects-là, que le Parlement s'empare du rapport des États généraux. Il faudrait un débat démocratique par rapport à ça, parce que là, pour la peine, c'est une compétence française. L'Union européenne, elle n'intervient pas, ni la Cour européenne des droits de l'homme, et que par rapport à ça, il y a un consensus de quelle justice on veut. Mais tant que ça n'existera pas, moi j'ai l'impression que plus ça va, plus ça se dégrade. Et je le redis, et ici il y a des présidents de tribunaux, procureurs, il y a des magistrats. On est dans un système qui se dégrade. Et il y a un moment donné, ça ne tient plus. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu cette tribune de 3000 magistrats. Et après, ils sont devenus 6000, je ne sais pas combien. Mais il y a une conscience aiguë dans la justice de tout ça. Et je ne suis pas persuadée que ceux qu'on appelle, nous, les justiciables, c'est très mal justiciable d'ailleurs, il pourrait y avoir l'étymologie qui puisse être donnée. C'est comme si on leur imposait quelque chose, on est justiciable de quelque chose.
Je ne suis pas sûre que les citoyens aient cette conscience aiguë. Ils ne connaissent pas la justice. Leur seule connaissance, c'est s'ils ont eu un dossier de divorce, un dossier de tutelle ou par personne interposée, ils ont connu une affaire pénale. Mais c'est tout, ils n'ont pas une connaissance fine. Les seuls qui ont vraiment une connaissance fine, c'est ceux qui ont participé à une cour d'assises, qui ont été assesseurs à un tribunal pour enfants. Ils ont vu de l'intérieur. Et d'ailleurs, ce que je dois dire, c'est que les membres du comité des états généraux, en dehors du procureur général Molins et de moi, il n'y en avait pas beaucoup qui connaissaient le fonctionnement, et puis du président du Conseil national des barreaux, il n'y en avait pas beaucoup qui connaissaient le fonctionnement de l'institution judiciaire. Mais une fois qu'on leur a expliqué, ils sont allés dans les juridictions, ils ont assisté à des audiences, il n'y a pas meilleur défenseur de la justice que les membres du comité des États généraux. Ce que je veux dire par là, et on en parlait ce matin avec les magistrats et les fonctionnaires de justice de la Cour d'appel de Nîmes, il y a un effort énorme de communication à faire, non seulement dans la rédaction des décisions, mais un effort énorme de communication à faire. Et vous allez tous y participer avec la Nuit du droit organisée le 4 octobre. Et moi, je ne peux que vous encourager, quand vous aurez un peu plus d'ancienneté à l'université, j'ai entendu que vous participiez à Initia Droit, de participer à des consultations juridiques gratuites. Les demandes sont immenses. Bon, vous ne le savez peut-être pas, mais bon, ce qui me reste à vivre, encore quelques années, je vais le consacrer aux plus jeunes et à la transmission de l'accès au droit. Et c'est pour ça que moi, je pense que les forces vives sont là. Alors, on a un système extrêmement complexe, hein, c'est sûr. Si je commençais à vous expliquer toute l'organisation judiciaire, je n'ai même pas parlé des juridictions administratives. Alors, a fortiori, vous qui êtes étudiant, en plus, en droit, un citoyen ne peut pas comprendre avec le prisme complètement déformé de la télévision, mais complètement déformé. Bon, maintenant, les citoyens, c'est plus votre honneur parce qu'on a abandonné les séries télévisées américaines, mais d'un autre côté, on a des séries qui sont tournées je ne sais pas où on voit le juge d'instruction qui, tout à coup, arrive dans le bureau de la police. Il n'y a qu'à la télévision qu'on voit ça. Dans les faits, c'est pas ça. C'est plutôt le policier qui va dans le bureau du juge d'instruction. Donc, ce que je veux dire par là, c'est tous, vous avez une représentation collective de la justice, mais qui est complètement fausse, en fait. Et pour peu que, je crois que malheureusement c'est le cas, vous n'ayez pas eu trop d'éducation civique, c'est pour ça que je ne peux que vous encourager à mettre l'accent notamment sur le droit, l'organisation des institutions, savoir concrètement comment on fonctionne, et y compris avec, j'allais dire, l'arrivée depuis une trentaine d'années du droit européen et du droit international. Vous iriez en stage à la Cour de cassation à la Chambre sociale, il y a un dossier sur deux, c'est pas du droit national qu'on applique, c'est du droit européen, du droit international, du droit des conventions collectives, mais c'est pas du droit national. Et en droit économique, c'est exactement la même chose. Et on n'a pas du tout cette connaissance-là. Même en matière familiale, bon, les juridictions, elles ont mis un certain temps à appliquer la loi, mais en matière familiale, pour peu que deux personnes, il y en a une qui soit française et l'autre personne d'un autre pays, en matière de divorce, on applique la loi la loi personnelle de l'autre personne. Ben, pendant des années, on a appliqué le droit national à tout le monde, donc c'était quand même pas très compliqué de faire ça, enfin pardon de le dire, mais il a fallu des formations, et puis connaître, il y a des droits rares hein, dans le monde, il y a des conventions rares, il y a des pays puis en plus qui ont des coutumes, donc pour arriver à connaître tous ces droits, c'est assez compliqué. Madame, bonjour. Vous avez expliqué à la fin de votre intervention, du moins vous les avez décrits en tant que tels, la mondialisation et la globalisation comme des facteurs essentiels pour préserver l'état de droit. Ah non. Oui, je me suis mal exprimée, je vais vous expliquer. Non. C'est à cause de ça, oui, je me suis mal expliquée. Je vous laisse repréciser. Oui, oh, vous avez raison, surtout si vous avez pris des notes. Oh là là, mon Dieu.
Bon, j'ai vu, vous n'avez pas été nombreux à prendre des notes, mais vous avez pris des notes parce que vous savez, à la place qui est la mienne, je vois tout. Non, en fait, ce que j'ai expliqué, c'est que ce que j'ai voulu dire, mais je voulais terminer, c'est dans le contexte de la mondialisation et dans le contexte de la globalisation, la question de l'état de droit devient absolument fondamentale. Donc je suis sûre que vous savez tous ce que c'est la mondialisation, la globalisation peut-être moins. Oui, vous savez tous? Oui? Ah ben vous êtes parfait alors. Mais en tout cas, dans ce contexte-là, la place de l'autorité judiciaire est tout à fait essentielle. En fait, on est dans un éclatement dans l'ensemble de l'Europe. Vous voyez bien tout ce qui se passe, enfin, je ne vais pas faire de politique, mais avec la monarchie anglaise, où on est en train d'expliquer que c'est la reine défunte qui a maintenu l'unité de la monarchie. Mais quand on voit derrière, si vous lisez les articles de presse, vous voyez que, bon, votre professeur de droit constitutionnel vous en parlera mieux que moi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même dans un monde où les institutions se délitent un peu. C'est le moins que l'on puisse dire. Et ce monde-là, c'est lié à la mondialisation et à la globalisation. Et c'est pour ça que l'autorité judiciaire, à la place qui est la sienne, a un rôle tout à fait essentiel dans ce contexte-là. Merci d'avoir fait demander cette précision. Bonjour. Pensez-vous pas qu'il faudrait plutôt étudier le droit plus tôt dans la scolarité, peut-être au collège, parce que normalement nul n'est censé ignorer la loi, mais tout le monde l'ignore, donc ce serait peut-être bien. Et est-ce que le ministère de la Justice travaille justement avec l'éducation nationale pour ça ? Oui, alors c'est une très bonne question. Ici, vous avez Madame la présidente du tribunal de Nîmes, qui est présidente du conseil départemental de l'accès au droit au singulier, et avec Madame la procureure qui est commissaire du gouvernement. Et ce conseil départemental de l'accès au droit, il y en a un qui existe par département, a pour mission notamment l'accès au droit au singulier vis-à-vis des plus jeunes, vis-à-vis des personnes les plus démunies. Cela dit, et si vous lisez le rapport des États généraux, vous le verrez, depuis quelques années, il y a un certain désengagement du ministère de la Justice concernant l'accès au droit. L'accent étant mis sur les personnes victimes de violences, l'accent étant mis sur la médiation familiale et moins sur l'accès au droit. Alors que moi, je suis persuadée que l'accès au droit, c'est l'accès à la justice. Je vais juste vous raconter une anecdote, qui n'en est pas trop une. En 2005, j'étais présidente du tribunal de grande instance d'Évreux. Évreux, c'est la 4e ou 3e couronne parisienne avec un fort taux de délinquance. Vous étiez trop petits la plupart pour regarder CNN à la télévision, mais si on regardait CNN, on voyait que les violences urbaines avaient commencé à Évreux. Alors les Américains étaient complètement décontenancés de savoir que c'était si proche de Paris. N'empêche qu'il y a eu des violences urbaines extrêmement importantes dans un quartier à Évreux. Tout a été cassé, sauf une chose, la maison de la justice et du droit. Et ça, moi, qui est donc une antenne avancée du tribunal. Et ça, moi, je trouve que c'est absolument extraordinaire parce que tous ces jeunes qui habitaient dans ce quartier ont reconnu que la maison de la justice et du droit, bon, ils ont cassé le reste, mais ils ont reconnu au moins que la maison de la justice et du droit était leur maison. Et je suis absolument persuadée que l'accès que le changement en fait de la société peut commencer au niveau des plus jeunes. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tout ce qui concerne le climat a commencé avec les plus jeunes, hein. Sinon il y a une sorte de déni collectif. Donc le conseil départemental de l'accès au droit, avec les moyens qui sont les siens mais qui sont quand même comptés, intervient dans les lycées, les collèges, hein. Il y a Initia Droit. Initia Droit, c'est 40 000 jeunes concernés alors qu'il y en a plusieurs millions. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire vis-à-vis des plus jeunes. Pour ça, je trouve extrêmement intéressant l'université dans laquelle vous êtes,
qu'à un moment donné, il y ait des partenariats établis et en direction des plus jeunes. Quand je présidais le conseil départemental de l'accès aux droits de l'Eure, on écrivait des nouvelles policières dans les lycées. Il y avait plusieurs classes de 4e qui participaient à cette écriture et ensuite qui venaient au tribunal exposer leur roman, puis on essayait de trouver l'intrigue. Donc ça avait un aspect ludique. Alors ce qui sera intéressant, c'est de savoir ce que sont devenus ces jeunes. Est-ce qu'ils sont devenus meilleurs citoyens que les autres? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que plus on est petit, plus on apprend, plus on a des chances de connaître le droit. Et alors, vous soulevez une autre question. Il y a le ministère de la Justice, mais il y a surtout le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Et il y a une grande part de l'accès au droit qui dépend du ministère de l'enseignement supérieur. Il n'y a pas que le ministère de la Justice. On a des organisations extrêmement complexes et en général, ça tient plus aux sortes de sacerdoce d'un certain nombre de personnes convaincues que l'avenir, c'est les plus jeunes. Vous savez, par exemple, le Conseil constitutionnel, alors je dis toujours à la place qui est la sienne, mais le Conseil constitutionnel se déplace quand il le statue, et ensuite il rencontre des élèves et des étudiants dans l'ensemble de la France. Et ça, moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir une vision moins parisienne et plus, j'allais dire, plus en lien, parce que tout à l'heure, vous qui avez posé la question, quand j'ai dit, moi, la place qui est la sienne, ça voulait dire à la place en tant qu'étant la seule juridiction en France à faire un contrôle de l'application du droit. C'était ça que je voulais dire. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent les institutions ont une vision assez éloignée dans le jargon actuel des territoires. Merci. Lors de votre intervention, vous avez eu l'occasion de nous expliquer l'œuvre démocratique qu'ont été les États généraux de la justice ayant rassemblé presque 50 000 citoyens. Et je voulais avoir votre avis quant au sérieux qu'on peut donner aux États généraux de la justice quand on a connu l'échec de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait eu elle aussi pour but de rassembler des citoyens. Et finalement, l'État a commis un échec puisqu'il a retenu moins de 10% des propositions qui avaient été retenues. C'est une très bonne question. Alors, ce qui ne vous a pas échappé, c'est que je ne suis pas au gouvernement. Qu'il y a eu le rapport des États généraux, qu'actuellement le ministre de la Justice consulte beaucoup et qu'il va dépendre de l'ensemble des acteurs concernés de mettre ou de ne pas mettre en œuvre les préconisations du comité, dont je le rappelle apparemment ne sont pas révolutionnaires. Ça a déçu beaucoup de personnes. Mais si vous lisez bien le rapport, c'est quand vous avez une institution qui va mal, il faut d'abord assurer ses bases et ensuite vous la reconstituez. Imaginons que vous ayez un grave problème de santé. Ce que vous allez faire, ce n'est pas tout de suite courir le marathon. La première chose, vous vous remettez sur pied et ensuite vous entraînez pour le marathon. C'est pareil pour la justice. Donc ça va dépendre de cette capacité collective. Ça va dépendre du gouvernement, du Parlement. Le Parlement est étroitement concerné par cette question. Du débat démocratique qu'il peut y avoir par rapport à ça, de l'ensemble des professionnels, comment ils s'emparent de la question. Et ce que je dis par rapport à ça, c'est que c'est très compliqué, et votre question le montre, parce qu'en général, on voit tout sous un prisme. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui ont lu le rapport, ils ont dit, oh, voici tout ça pour ça pendant 6 mois, c'était quand même pas la peine. Et donc, chacun a une façon, j'allais dire, d'ailleurs, tout le monde le fait, ça. Et alors, pour juger, c'est dramatique de faire ça, mais on ne le fait pas. Mais on apprend à l'école, enfin, l'École nationale de la magistrature à pas le faire, c'est-à-dire d'avoir des préjugés, des préjugements, et de tout ce que l'on lit, de le lire à ce prisme-là. Vous êtes en quelle année? Oh là!
Troisième question. Et donc, suite à la question que je vous ai posée, est-ce que, d'après votre opinion et votre expérience, vous pensez l'État capable d'adopter du moins cette appréciation globale et systémique que vous nous expliquez si essentielle pour pouvoir réformer la justice? Alors le côté optimiste que j'ai dirait oui, le côté pessimiste dirait joker. Et c'est pour ça, moi je pense que quoi qu'il se passe, j'ai lourdement insisté là-dessus, mais je suis persuadée que c'est des étudiants comme vous, globalement, qui avaient entendu un certain nombre de choses, qui avaient des clés pour décrypter, qui à un moment donné seront les acteurs. J'en suis absolument persuadée. C'est une réponse. Bonjour. Bonjour. Parlant des institutions judiciaires, récemment, vous avez eu l'honneur de mettre en œuvre les 2 chambres commerciales internationales de Paris, préconisées par le Haut Comité juridique de la place financière de Paris. Pensez-vous que le système juridique français s'inscrit dans la continuité de la dualité du droit privé, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour l'unité du droit des obligations? Merci. Ce que je pourrais vous dire, quand la chambre commerciale de la Cour d'appel de Paris a été créée, d'ailleurs, il fallait être inventif avec la Constitution qui nous oblige à ne parler qu'en français dans les documents administratifs et juridiques. C'était une période du Brexit et c'était une période où la Cour de Londres avait beaucoup de dossiers d'arbitrage international et jugeait une part importante du contentieux international des affaires. Donc le Haut Comité de la place de Paris, dans lequel intervenait notamment Guy Canivet, un ancien premier président de la Cour de cassation, a émis l'idée qu'il faudrait avoir le pendant en France de ce que faisait la Cour de Londres. Donc à l'époque, j'étais première présidente de la Cour d'appel de Paris. Moi, je trouvais que c'était extrêmement intéressant, surtout que la Cour d'appel de Paris a des contentieux extrêmement spécialisés en matière économique. Et je pense que c'est une des rares cours en France à avoir un contentieux aussi spécialisé en propriété intellectuelle, même le droit des transports et le droit de la concurrence. Donc cette chambre a été mise en place. Alors ce qui change, et par rapport à votre question, c'est que c'est le droit national qui est appliqué. Mais ce qui est nouveau avec cette chambre commerciale internationale, c'est qu'on peut plaider en anglais, déposer des pièces en anglais, mais le jugement est rendu en français et traduit en anglais. Alors, ce qui était nouveau, vous connaissez tous par cœur l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1500, je ne sais plus combien. Comment 39, 1539, ordonnance de Villers-Cotterêts. Bon, qui oblige à parler, à s'exprimer en français dans tout document juridique. Et on aurait été obligé de modifier la Constitution pour que cette chambre commerciale internationale voie le jour si on avait appliqué strictement le droit. Donc ça a été un accord entre le barreau de Paris qui a signé une convention, le ministère de la Justice et la Cour d'appel de Paris avec le tribunal de commerce de Paris pour pouvoir plaider en anglais et déposer des pièces en anglais. Ben, je dois dire, alors la Cour d'appel de Paris n'est pas une entreprise qui fait des affaires, mais entre guillemets, la Cour d'appel de Paris a gagné des places de marché sur le droit anglo-saxon. Et ce qui était intéressant à voir, c'est qu'au même moment, il y a eu Singapour, il y a eu les Pays-Bas, il y a eu l'Allemagne, il y a d'autres pays dans le monde qui ont essayé de concurrencer le Royaume-Uni, et ça a plutôt fonctionné. Donc c'est bien le droit français qui s'applique, donc ça n'a pas d'incidence sur le contenu du droit. Par contre, c'est la procédure. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que le système anglais
permet que les parties viennent s'exprimer à l'audience, permet une implication beaucoup plus grande des parties. Si vous lisez avec attention le Code de procédure civile, et je pense que vous n'y manquerez pas, le Code de procédure civile français le permet également, les transports sur les lieux, la comparution personnelle des parties, et dans les faits, on ne l'applique plus depuis 25 ans, je pense, compte tenu du nombre de dossiers à juger. Mais le système anglais le permet. En tout cas, ça a créé un véritable engouement. Ce que je voudrais vous dire, parce que j'en ai pas vu beaucoup qui levaient la main pour le droit des affaires. Tous ceux qui font du droit des affaires, en général, se dirigent vers l'avocature, très peu vers la magistrature. Actuellement, on manque cruellement de spécialistes en droit des affaires, en dehors de ceux qui sont avocats. Il y a quelques années, il y avait 30 magistrats spécialisés dans la propriété intellectuelle en France. Actuellement, c'est même pas sur les doigts de deux mains. On doit mettre en place la juridiction unifiée du brevet. Et cette juridiction, qui est une juridiction européenne, va être présidée par un administrateur français qui vient de Vienne. Ça, on peut dire qu'on tient haut et fort les couleurs en France de la propriété intellectuelle. Donc je ne peux qu'encourager tous ceux qui voudraient aller vers une carrière de droit des affaires, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, ce sont des matières d'avenir. J'ai oublié de vous poser la question droit social. Personne, mais ça vous viendra peut-être. Ah voilà. Eh bien, c'est aussi une matière d'avenir. Pourquoi ? Parce que dans une entreprise, il y a deux jambes, une jambe économique, une jambe sociale. Et quand on connaît le droit économique, on doit connaître le droit social. Donc je ne peux que vous encourager à ne jamais perdre de vue le droit civil, ça vous l'avez compris, mais ensuite aller vers des matières spécialisées. Et pour moi, les matières d'avenir, en dehors de celles qu'enseigne l'université, il y a la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Alors madame, merci pour votre intervention. Alors je suis un mauvais élève parce que je n'ai pas pris de notes pendant votre intervention, mais il me semble que vous avez évoqué les grandes pistes de réforme de la justice. Il y en a une que vous n'avez pas évoquée, c'est le recours au mode alternatif de règlement des différends. Est-ce que ça marque une réticence de votre part vis-à-vis de ces modes-là ? Du tout. Si vous googlisez mon nom... Moi, je connais Google comme mode de recherche, désolé. Si vous googlisez mon nom, mais en descendant assez bas dans l'histoire, dans les recherches de Google, vous verrez que mon nom est associé aux modes alternatifs de règlement des différends. Je suis absolument convaincue de la nécessité de la médiation. Moi, je trouve qu'en France, on est dans une culture de conflit. Et j'évoquais d'autres pays qui avaient d'autres organisations. Dans d'autres pays, vous avez d'abord une conciliation, une médiation, et si ça ne fonctionne pas, un litige judiciaire. En France, on fait différemment, on impose la médiation, on n'y va pas, comme ça ne marche pas, immédiatement, on a un litige. Vous savez tous que devant le Conseil des prud'hommes, la conciliation est obligatoire, il n'y a quasiment plus de conciliation. Vous savez tous que devant le juge aux affaires familiales, la médiation est obligatoire. Il n'y a quasiment plus de médiation. À tel point que le législateur, dans sa sagacité, se dit « ça ne marche pas, donc on supprime la médiation ». C'est comme pour le rapport des États généraux. Je pense qu'il faut changer complètement notre façon de faire, de voir. Il faut d'abord avoir un esprit de médiation et si ça ne marche pas, d'aller voir une juridiction. Mais ça va être un profond changement d'état d'esprit français. Je l'avais dans mes éléments de langage, mais je ne vous l'ai pas dit. À la Cour de cassation, on a introduit la médiation, même à la Cour de cassation. Et qui est plutôt, je l'ai dit, qui statue en droit et pas en fait. Il y a des médiations dans des très très grands dossiers qui ont réussi. Quand vous avez un conflit avec la Poste, avec le statut, alors c'est ancien, c'est 1990, c'est ancien,
un statut avec le savoir si quelqu'un qui était à la Poste en 1990 est un salarié de droit privé ou un fonctionnaire et que, je ne sais plus en quelle année on est, vous voyez tout le temps qu'il faut, et que vous avez 5000 personnes en France qui introduisent une action devant les juridictions. En 5000, ça vous paraît pas beaucoup, mais devant la Cour d'appel de Paris, avoir 3500 dossiers qui se ressemblent tous, c'est un dossier extraordinaire pour qu'il y ait une médiation. Ben, au bout d'un certain temps, ça a fonctionné. Mais si j'en ai pas parlé, c'est parce que actuellement, vous avez deux catégories de personnes. Vous avez ceux qui sont convaincus de la médiation et qui vous parleront que de ça, puis vous avez les autres. Et ceux qui sont convaincus de la médiation, si par hasard vous assistez à un colloque sur la médiation, vous ne verrez que des personnes convaincues de la médiation, donc vous vous direz c'est formidable, c'est extraordinaire. Mais dès que vous n'êtes plus dans ce monde-là, ça ne fonctionne pas. Il faut changer la mentalité des justiciables, des avocats, des magistrats. Donc c'est très compliqué. Mais moi, j'y crois beaucoup. Mais dans le rapport des États généraux, notamment sur la justice civile, il y a de grands développements sur les modes alternatifs de règlement des différends. Mais c'est important, mais ce n'est pas ça qui va solutionner tous les problèmes, parce que la médiation ne peut avoir un rôle que pour un certain nombre de dossiers, et pas tous les dossiers. Donc ça serait une fausse bonne idée de se dire que tous les dossiers relèvent de la médiation. Madame la Première Présidente, je ne vous poserai pas une question, mais je porterai un témoignage aux étudiants de votre amitié envers l'université. Sous votre présidence, la Cour de cassation a reçu l'Université de Nîmes à 2 reprises. Une première fois pour traiter de la connaissance du droit étranger, sujet souvent éludé, alors que, comme vous l'avez bien mentionné, pour toutes les affaires concernant l'application d'un droit étranger, la question centrale est celle de savoir comment y avoir accès. Et je crois que cette manifestation au sein de la Cour était la première manifestation d'ampleur en France, avec des juristes venus d'autres pays, d'autres horizons, pour discuter les modalités d'accès au droit étranger. Et heureusement, puisque le projet de Code de droit international privé, qui aujourd'hui est sous consultation publique, prévoit dans ses articles 13 et 14, outre cette confirmation de la jurisprudence de l'obligation du juge d'appliquer la loi étrangère lorsqu'il y est invité ou décide de le faire, mais aussi toute une méthodologie d'accès au droit étranger. Et donc ce colloque a permis de mettre en lumière ce que nous pouvons faire en France pour faciliter l'office du juge et des officiers de justice. Un deuxième colloque était celui sur l'insécurité juridique. La Cour de cassation n'a pas hésité à accepter comme une manifestation officielle de ce cycle de colloques, cette manifestation qui a trouvé son origine à l'Université de Nîmes et que la Cour de cassation a bien reçue entre ses murs. Et vous étiez la présidente à ce moment, il nous a fait la présentation d'ouverture. Et puis, outre votre présence aujourd'hui et les précieux conseils que vous avez adressés à nos étudiants, vous avez permis de nombreuses manifestations à la Cour de cassation où les universitaires ont été les invités d'honneur, à côté des magistrats, des membres du parquet et d'autres activités auxiliaires de la justice comme l'avocature, le notariat. Et donc je tenais à vous remercier encore une fois et témoigner donc devant les étudiants de cette amitié que vous avez envers nous. Et la preuve, vous êtes aujourd'hui ici et vous proférez les plus importants conseils à nos étudiants. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à l'université. Vous avez compris que vous étiez l'avenir, donc maintenant il n'y a plus qu'à travailler. Je vais prendre le relais de la directrice du département qui s'est absentée. Merci beaucoup, Madame la Première Présidente, pour votre présentation. Merci à tous d'avoir assisté à cette seconde rentrée solennelle. C'est la deuxième. C'est une vraie réussite comme la première. On est ravis de vous avoir accueillis. Ravi de vous avoir accueilli également dans ce bel amphithéâtre et on vous souhaite donc à tous une excellente année universitaire.